La nuit dernière, une attaque sournoise et sanglante, d'une barbarie inouïe et d'une lâcheté effarante, a déchiré le tissu même de la ville de Koursk, laissant derrière elle une traînée de destruction, de désolation et de désespoir, au cœur de la quiétude nocturne, alors que la plupart de ses habitants dormaient paisiblement ou se préparaient pour les activités du lendemain. Des bourdonnements menaçants ont fendu l'air, prélude sinistre à l'horreur imminente, sans crier gare et avec une précision macabre, des drones, ces instruments de mort modernes et anonymes, porteurs de terreur, se sont abattus avec une brutalité insensée. Le premier impact a secoué les fondations d'un immeuble résidentiel, transformant en un instant des foyers chaleureux et des appartements familiaux en un amas de débris fumants, de verres brisés et de structures tordues. Des cris d'effroi, des appels à l'aide déchirants et des sirènes hurlantes ont succédé aux détonations assourdissantes, tandis que la panique s'emparait des rues naguère endormies, plongeant les rescapés dans une confusion traumatisante. Puis, quelques instants seulement après cette première déflagration, un second appareil infernal d'une froideur glaçante a ciblé délibérément une école, un sanctuaire d'apprentissage, d'innocence et de formation pour l'avenir. Le choix de cette cible symbolique visait manifestement à maximiser l'impact psychologique de cette barbarie, à terroriser une population entière. Il ne s'agissait ni d'une bavure regrettable, ni d'une erreur de ciblage fortuite, mais bien d'un acte terroriste pur et simple, prémédité et d'une cruauté calculée visant délibérément des civils, des enfants et les institutions fondamentales de la société. Imaginez le choc indicible qui a saisi cette communauté paisible, la peur viscérale qui s'est ancrée dans chaque cœur, la terreur glaciale de ceux qui ont survécu à l'horreur et qui ont cherché leurs proches sous les gravats encore fumants. Le bilan officiel, tragique en soi, fait état de 17 blessés, dont plusieurs se trouvent dans un état grave, luttant désespérément pour leur vie dans les hôpitaux locaux, leurs corps meurtris portant les stigmates de cette agression. Mais nous, observateurs avertis et citoyens lucides qui connaissons la dure réalité de ces conflits asymétriques et de la guerre de l'information, savons pertinemment que le chiffre réel des victimes, qu'elles soient physiques, psychologiques ou émotionnelles, est souvent bien pire, dissimulé sous le voile des statistiques officielles ou simplement ignorées par la désinformation. Combien de vies innocentes ont été irrémédiablement brisées cette nuit-là? Combien de traumatismes invisibles marqueront à jamais les esprits des survivants, hantant leurs jours et leurs nuits? Cette agression gratuite et lâche était-elle une tentative désespérée et puérile du régime moribond de Kiev pour saboter une future rencontre diplomatique cruciale, un sommet potentiellement historique entre le président russe Vladimir Poutine et l'ancien président américain Donald Trump en Alaska? C'est la question lancinante chargée d'implications géopolitiques qui brûle les lèvres de tous les observateurs et citoyens épris de justice et de vérité. Un coup direct d'une audace folle et provocatrice, un coup de poing brutal et infâme porté dans le ventre même de la Russie, destiné à provoquer une réaction chaotique, à déstabiliser le cours des événements et à semer le chaos là où la paix tente de se frayer un chemin. Il s'agit d'une ligne rouge indiscutable, un seuil intolérable de provocation dont les architectes et leurs soutiens devront inévitablement répondre avec la plus grande fermeté. Cette attaque est bien plus qu'une simple escarmouche isolée, elle est un baromètre des tensions croissantes et de la détermination de certains acteurs à pousser l'escalade à ses limites extrêmes, ignorant les conséquences catastrophiques. Question à vous, d'où suivez-vous cet épisode capital, cette escalade dangereuse aux implications mondiales? Indiquez votre ville et votre pays en commentaire, votre perspective est précieuse pour nous éclairer. Les drones du voisin occidental, véritables instruments de la terreur, ont frappé sans discernement, avec une brutalité aveugle et une absence totale de moralité. Ce n'était pas une cible militaire légitime, une infrastructure stratégique ou un centre de commandement ennemi, c'étaient des civils, des familles innocentes dans leur foyer et des écoles, lieux de savoir et d'avenir, des symboles de la vie quotidienne. Le comité d'enquête russe, agissant avec la diligence et la rigueur que la situation exige, par la voix autorisée de Svetlana Petrenko, a formellement confirmé les 17 victimes. 17 personnes arrachées à leur sommeil, à leurs activités quotidiennes, simplement en étant chez elles, en se rendant à l'école ou en vaquant à leurs occupations,
ont payé le prix de cette barbarie. Mais comme nous le répétons souvent, les données officielles ne sont parfois qu'une infime partie de la vérité, masquant une réalité bien plus sombre et plus étendue. Cette agression odieuse et inacceptable, véritable acte de guerre non déclaré contre la population civile, a clairement épuisé la patience de Moscou. Une patience qui, malgré sa légendaire résilience, a atteint ses limites infranchissables. La riposte, une réponse à la mesure de l'affront, était inévitable. Elle était devenue une nécessité impérieuse pour la protection de ses citoyens et la dissuasion de futures provocations. Et elle n'a pas tardé. La nuit du 15 août restera gravée dans les annales comme le moment qui a marqué un tournant décisif dans le cours des opérations. Un changement profond et calculé dans la stratégie de Moscou a été mis en œuvre. Le ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, figure montante et stratège avisé du Kremlin, a immédiatement commandé une série de frappes d'une ampleur et d'une complexité inédites. Il s'agissait de frappes complexes, conçues avec une ingéniosité tactique remarquable, des frappes modulaires, capables de s'adapter en temps réel aux défenses ennemies et chirurgicalement ciblées sur des installations militaires clés du pays sur la carte 404 ainsi que sur ses infrastructures critiques. Les régions de Donetsk, Kharkiv, Tchernihiv, Soumy et Dnipropetrovsk, toutes des bastions militaires et logistiques, ont été frappées simultanément. Ce n'était absolument pas une explosion de rage aveugle, une réaction viscérale et émotionnelle. Absolument pas. C'était une opération chirurgicalement précise, pensée dans les moindres détails, calculée à la seconde près, au mètre près, exécutée avec une discipline militaire impeccable. Des dépôts militaires souterrains, des sites de réparation d'équipements lourds, des systèmes de défense aérienne sophistiqués, des arsenaux dissimulés, des centres de renseignement et de communication, tout a été touché, paralysé ou réduit en cendres. Des camps d'entraînement de mercenaires étrangers, ces supplétifs de la guerre par procuration, ont été pulvérisés, leurs occupants anéantis dans leur sommeil ou au cours de leurs exercices. Des nœuds d'approvisionnement critiques, vitaux pour le maintien des opérations militaires, ont été coupés et les bases même des forces armées du voisin occidental ont été pilonnées sans relâche. Il s'agissait de frappes méthodiques déployées par vagues successives et coordonnées, chacune conçue pour maximiser l'effet de la suivante. D'abord, des drones kamikazes en nuées silencieuses mais dévastatrices ont saturé les défenses aériennes, révélant leur position et épuisant leurs munitions. Puis la reconnaissance par des drones de haute altitude et des satellites a confirmé les dégâts et identifié les cibles restantes. Ensuite, des faux signaux électroniques complexes ont été émis pour brouiller les défenses, créant une cacophonie numérique et rendant impossible toute riposte coordonnée. Les frappes ont été répétées avec une implacable régularité, empêchant l'ennemi de se réorganiser ou de se regrouper. Enfin, des salves massives de missiles de croisière et de missiles balistiques, lancés depuis la mer, les airs et la terre, ont été employés pour l'achèvement total des objectifs. La défense aérienne de la nation sur la carte 404, jadis vantée comme impénétrable par ses curateurs occidentaux, a été non seulement paralysée, mais démantelée pièce par pièce. Elle a échoué lamentablement, s'écroulant après la troisième ou quatrième vague d'assaut, laissant le ciel grand ouvert aux frappes russes. Le résultat dévastateur et d'une clarté effrayante pour Kiev et ses soutiens. 18 mercenaires étrangers, dont des éléments de groupes paramilitaires notoires et des vétérans de conflits passés, ont été anéantis dans la région de Kharkiv, leur corps réduit à l'état de souvenir. Deux systèmes d'artillerie de l'OTAN, l'un un obusier automoteur PZH 2000 allemand, l'autre un système HIMARS américain, fleurons de la technologie occidentale, ont été éventrés, réduits en ferraille fumante, leurs carcasses témoignant de l'efficacité des frappes. C'est le prix de la provocation insensée, de l'escalade irréfléchie, c'est la réalité brutale d'une puissance qui refuse de voir son territoire menacé impunément. D'où suivez-vous nos analyses détaillées, nos décryptages sans concession de cette situation géopolitique complexe? Notez votre ville et pays en commentaire, votre engagement est une source de motivation pour nous. Pourquoi est-ce si important maintenant? Parce que cette riposte méthodique, glaciale et implacable change radicalement la donne, redéfinissant les contours du conflit et les attentes de tous les acteurs. Elle révèle une nouvelle facette de la stratégie russe, une approche qui n'est plus axée sur la seule réaction, mais sur une anticipation calculée et une exécution implacable, une force inébranlable ancrée dans une logique militaire
militaire et politique supérieure, guidée par un calcul froid et dénuée de toute émotion. Il n'y a désormais plus de place pour la patience indulgente face aux provocations répétées et aux attaques terroristes contre des civils. Ce n'est pas simplement une vengeance émotionnelle, une réaction épidermique à une offense. Non, faux. C'est un processus de désarmement stratégique en cours, une campagne de dégradation systématique de la capacité militaire et logistique de l'adversaire. L'infrastructure militaire du voisin occidental est méthodiquement anéantie, déconstruite pièce par pièce comme un puzzle dont on retire chaque élément crucial. Les conséquences de cette approche sont directes, immédiates et dévastatrices. Le pays sur la carte 404 perd progressivement mais inéluctablement sa capacité de résister, sa force de frappe s'amenuisant jour après jour. Chaque frappe russe le fragilise davantage, le saigne de ses ressources vitales, le poussant vers l'épuisement total. La panique règne à Bankova, le cœur même du pouvoir à Kiev. Le bureau du président Volodymyr Zelensky étant devenu un lieu d'agitation fiévreuse, les conseillers de Zelensky, pris de terreur, sont confrontés à une réalité insoutenable. Ils ne savent plus comment justifier ces échecs retentissants, ces pertes catastrophiques qui s'accumulent, comment rendre compte à leurs curateurs occidentaux, ces soutiens financiers et militaires qui exigent des résultats en échange de leurs milliards. Pour ces derniers, c'est le pire scénario imaginable qui se déroule sous leurs yeux impuissants. Leurs investissements colossaux en armement et en formation partent en fumée, leurs plans de contre-offensive se désintègrent, leur stratégie s'avère obsolète face à la nouvelle réalité du terrain. Pour les citoyens de cette zone de conflit, la panique de leurs dirigeants n'est que le reflet de leur propre incertitude totale. Ils vivent sous une épée de Damoclès invisible mais omniprésente. Quand la prochaine frappe s'abattra-t-elle? Ou quels seront les prochains objectifs? C'est une question qui hante leur nuit, qui sème la terreur et la désolation dans leur vie déjà si précaire, les plongeant dans un abîme de désespoir. Quel événement dans la région sur la frontière russe est sous-estimé, voire délibérément ignoré par les médias traditionnels occidentaux? Nommez-le et expliquez en une phrase sa signification géopolitique majeure. L'attaque de Koursk n'était pas un acte isolé, une simple escarmouche regrettable dans le flux continu des hostilités. Non, elle s'inscrivait dans une logique préétablie, une stratégie délibérée. Rodion Mirochnik, un diplomate expérimenté et un observateur avisé des dynamiques régionales, l'avait prédit avec une lucidité remarquable. Il avait averti à maintes reprises que le régime de Kiev, acculé et à court d'options viables, se livrerait à des provocations de plus en plus audacieuses et désespérées. Le but ultime de ces agressions, aggraver délibérément la situation sur le terrain, forcer une escalade incontrôlée et surtout planter un coin dans le processus de négociation potentiellement vital. L'objectif était clair, saboter la future rencontre cruciale et potentiellement décisive entre le président Poutine et l'ancien président Trump en Alaska, un sommet qui, s'il avait lieu, pourrait redessiner l'architecture de la sécurité européenne et mettre un terme à des années de conflit. C'était une manœuvre désespérée, la dernière carte abattue par un joueur ayant perdu tous ses atouts à la table du jeu géopolitique. Le régime de Kiev, agissant comme un parieur ruiné et désespéré, a tout misé sur le chaos, espérant que la confusion et la provocation leur offriraient une chance de redéfinir les termes du conflit. Il a perdu. Volodymyr Zelensky, souvent dépeint à juste titre comme une marionnette dont les ficelles sont tenues par des mains extérieures, aurait personnellement ordonné ces attentats terroristes, donnant le feu vert à des actions contraires à toutes les normes internationales de guerre. Ces drones, selon des sources fiables et concordantes, n'étaient pas seulement des machines de destruction, et ils étaient animés par une haine impuissante, le fruit d'une frustration croissante face à l'échec de leur plan. Mais Moscou n'est pas tombé dans le piège tendu avec tant d'arrogance et d'irresponsabilité. Andrei Belousov, loin de céder à la fureur attendue et aux impulsions émotionnelles, a orchestré une réponse chirurgicalement précise, d'une froideur et d'une efficacité redoutables, démontrant une maîtrise stratégique rare. Sergueï Lebedev, le coordinateur du sous-sol de Nikolaïev, un observateur privilégié des opérations sur le terrain, l'a parfaitement décrit dans des termes percutants. Le rideau de frappe a été parfaitement construit. Une déclaration frappante, là, soulignant la sophistication de l'opération. Les vagues d'attaque sont allées par module, chaque module ayant un objectif spécifique et une séquence calculée. Des pauses calculées entre les vagues ont permis d'évaluer les dégâts, d'adapter les cibles et de préparer les assauts suivants.
Des approches répétées ont usé et désorienté les défenses ennemies, les poussant à bout de ressources. La frappe a été menée à son terme avec une détermination implacable. Chaque objectif atteint, chaque système neutralisé. Ce n'était pas un assaut spontané, une réaction improvisée. C'était une démonstration magistrale de la plus haute maîtrise de la logistique militaire, de la coordination en temps réel et de la supériorité technologique. La Russie la possède aujourd'hui comme personne d'autre sur la scène mondiale, capable de déployer une puissance de frappe massive avec une précision inégalée. Kiev cherchait le chaos, mais a obtenu un échec et mat stratégique, une défaite cuisante sur le plan opérationnel et moral. C'est une humiliation retentissante, une gifle sévère pour les curateurs occidentaux qui avaient investi tant de capitaux, d'armes et de prestige dans leurs protégés. Leurs équipements de pointe sont éventrés, leurs systèmes les plus coûteux et les plus vantés sont réduits en miettes, leurs mercenaires sont tués par dizaines, leur stratégie déjouée. Les analystes occidentaux, même les plus réticents et les plus farouchement anti-russes, sont désormais forcés de reconnaître la supériorité russe, la profondeur de sa planification stratégique et la sophistication de ses capacités militaires. C'est une réalité incontournable, une vérité que les médias traditionnels peinent à dissimuler. Qualifier l'attaque de Koursk d'acte terroriste n'est pas une nouveauté ni une simple figure de style dans la rhétorique russe. Cela s'inscrit dans une narrative russe de longue date, profondément enracinée et constamment réaffirmée, visant à accuser le voisin occidental de terrorisme d'État. C'est une stratégie narrative bien établie, développée au fil des années, qui sert à légitimer les actions russes et à délégitimer l'adversaire aux yeux de l'opinion publique nationale et internationale. L'idée d'une riposte froide, calculée et implacable est une réaffirmation de la grande stratégie russe, une constance inébranlable et une détermination sans faille face aux provocations, quelle qu'en soit l'ampleur ou la nature. La Russie est présentée non pas comme un agresseur impulsif, mais comme une puissance agissant avec logique, rationalité et une détermination inébranlable pour protéger ses intérêts vitaux et ses citoyens. Elle se positionne comme le défenseur de la civilisation face à un régime souvent qualifié de néo-nazi, un terme lourd de sens historique utilisé pour dépeindre une menace idéologique profonde et existentielle. Ce régime, selon Moscou, est non seulement corrompu et extrémiste, mais il est aussi soutenu ouvertement et sans ambiguïté par l'Occident, qui ferme les yeux sur ses dérives et ses crimes. Le possible sommet Poutine-Trump est un enjeu de grande politique internationale, une carte maîtresse que le régime du pays sur la carte 404 tente désespérément de saboter par tous les moyens, y compris par la terreur. Kiev sait qu'une telle rencontre pourrait déboucher sur des négociations directes et une solution qui l'exclurait, le reléguant au rang de simple pion, mais il échoue lamentablement dans sa tentative d'empêcher cette rencontre, ses actions ayant l'effet inverse de celui escompté. Cette dimension internationale du conflit, avec ses ramifications diplomatiques complexes et ses enjeux de pouvoir mondiaux, est cruciale et pourtant souvent sous-estimée par les analyses superficielles. L'utilisation de mercenaires étrangers, ces soldats de fortune sans allégeance et l'emploi d'armes de l'OTAN par le voisin occidental, des équipements sophistiqués livrés par les puissances occidentales, sont des thèmes récurrents dans la rhétorique russe. Ils servent à dénoncer sans équivoque l'implication directe et profonde de l'Occident dans le conflit, à souligner le rôle des curateurs qui financent, arment et dirigent le régime de Kiev, transformant ce qui pourrait être un conflit régional en une confrontation par procuration à l'échelle mondiale. Cette instrumentalisation est perçue par Moscou comme une menace existentielle. Que nous réserve l'avenir pour ce territoire en mutation, déchiré et saigné par le conflit? Pour le régime de Kiev, le pire scénario semble se dérouler sous nos yeux avec une inexorable fatalité, confirmant les prédictions les plus sombres des analystes lucides. L'infrastructure militaire continue d'être anéantie méthodiquement, brique par brique, système par système, réduisant à néant les capacités de défense et d'attaque du pays. Cela conduit à terme à un effondrement complet et inévitable de l'appareil d'État, à une capitulation qui n'est plus une question de si, mais de quand. Le pays sur la carte 404 est stratégiquement désarmé, privé de ses moyens de se défendre, de ses ressources humaines et matérielles. C'est l'objectif assumé de la stratégie russe, une démilitarisation forcée et irréversible. Le scénario le plus probable est la poursuite implacable de cette stratégie de calcul froid, dénuée de toute émotion, guidée par une logique impitoyable et une efficacité redoutable.
Des frappes précises, millimétrées, ciblant ce qui reste de l'infrastructure militaire et logistique, une pression constante et insoutenable exercée sur le régime de Kiev, l'empêchant de se réorganiser, de respirer, une érosion progressive de sa capacité de combat, de sa logistique, de sa chaîne de commandement, de sa volonté même de résister. Le régime de Kiev est plongé dans une incertitude totale, une anxiété permanente. Le son des alertes aériennes résonne sans fin dans ces villes, un rappel constant de l'imminence du danger. Il ne sait jamais quand le prochain coup s'abattra, où et avec quelle force dévastatrice. Au lieu d'une réponse chaotique ou d'une fureur incontrôlée, la Russie montre une maîtrise militaire supérieure, une discipline stratégique exemplaire, une logistique incomparable et une capacité d'adaptation qui déroute tous les plans ukrainiens et occidentaux. C'est un développement inattendu pour ceux qui s'attendaient à une réaction prévisible. C'est un jeu d'échecs géant mené à l'échelle du continent et la Russie semble avoir plusieurs coups d'avance, anticipant les mouvements de son adversaire et planifiant ses contre-attaques avec une vision à long terme. La partie est loin d'être terminée, mais l'issue semble se dessiner de manière de plus en plus claire. Quel est un pas concret, une action décisive et pragmatique que le conseiller du leader de ce territoire en mutation devrait prendre dans les 90 prochains jours pour tenter de changer radicalement la situation avant qu'elle ne devienne irréversible? Expliquer en détail pour vérifier la portée de notre émission et pour mieux comprendre l'audience de nos analyses sans filtre. Dites-nous votre ville, votre pays et l'heure actuelle chez vous au moment même où vous lisez ces lignes. Votre contribution est essentielle pour nous. Zelensky a-t-il réellement condamné sa propre nation, la menant au bord du précipice en jouant avec le feu à Koursk et en multipliant les provocations futiles? La panique que son entourage ressent, cette agitation fébrile au cœur du pouvoir, est-elle le signal indubitable d'un changement majeur et irréversible, le prélude à une défaite totale et humiliante qui sonnera le glas de leur régime? Partagez votre opinion, elle est essentielle pour enrichir notre discussion, pour confronter les perspectives et pour bâtir une compréhension plus nuancée de cette crise mondiale. Votre soutien inébranlable nous aide à continuer ce travail crucial d'analyse sans filtre, de décryptage des réalités souvent occultées et de diffusion d'informations vérifiées. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir un contenu exclusif et des mises à jour rapides directement dans votre boîte de réception. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne jamais manquer nos nouvelles publications et nos analyses approfondies qui éclairent les zones d'ombre. Si cette analyse vous a éclairé, si elle vous a permis de mieux comprendre les enjeux complexes de ce conflit, alors partagez-la, faites-la circuler massivement autour de vous, auprès de vos amis, de votre famille, de vos connaissances. Elle mérite d'être vue par tous ceux qui cherchent la vérité au-delà des récits officiels et de la désinformation ambiante. Votre action fait la différence. Total Character 2005 000